Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Nicolas Viennot, le directeur du collectif Mentorat. Bienvenue à ce webinaire de clôture du mois du mentorat. Merci d'être présents pour cette heure que nous allons passer ensemble. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 200. Et je suis accompagné de Clémence Perronnet, de l'agence phare, de Julie Villouin, de Evolem Citoyen et de Christophe Paris. Ensemble, nous allons vous présenter la restitution de l'étude nationale sur le mentorat et les préconisations que nous avons travaillées ensemble. Mais avant ça, je voulais avec vous faire le bilan de ce mois du mentorat qui est sur le point de s'achever. Un mois du mentorat qui a commencé le 8 janvier, jour de rentrée scolaire, par une grande soirée de lancement au CESE, Conseil économique, social et environnemental, avec plus de 450 personnes, et qui s'est poursuivi dans plusieurs régions en France. Et c'est un des marqueurs de ce mois du mentorat. Il a essaimé, il est sorti de la capitale pour se concrétiser à Lyon la semaine dernière, à Saint-Gaudens la semaine dernière également, à Bordeaux il y a 2 semaines. Et puis il y aura encore un dernier événement, si vous n'avez pas pu assister au premier, ce sera à Marseille demain en fin de journée. Ce qui est marquant aussi avec ce mois du mentorat, c'est que nos partenaires privés se sont saisis du Mentor Day le 17 janvier dernier, journée internationale du mentorat. Une journée où traditionnellement est mis à l'honneur l'engagement des mentors, l'engagement des partenaires privés qui se sont mobilisés en faveur du mentorat. Et c'est ce que les entreprises ont souhaité faire ce 17 janvier en organisant une course du mentorat, une mentor run, pour créer un format convivial qui permette d'évoquer le mentorat entre mentors et futurs mentors. On a également des exemples d'entreprises qui ont co-organisé des événements autour du mentorat, à Lyon par exemple, le 17 janvier également. Donc voilà, c'est ce que je retiens de ce mois du mentorat, c'est que les formats sont de plus en plus variés et de plus en plus à l'initiative, soit des organisations membres du collectif mentorat, soit d'entreprises et partenaires privés. Et c'est ce qui a fait toute sa richesse. On compte également des événements qui ont été organisés pour que puissent participer des jeunes et des mentors de nos organisations membres. Ainsi, une centaine de jeunes et de mentors ont pu visiter l'Assemblée nationale le 10 et le 17 janvier. Exemple d'une sortie culturelle qui les a vivement intéressés. Et puis, en point d'orgue, en fin de semaine dernière, s'est organisé le sommet américain du mentorat à Washington. Et pour la première fois, les travaux du collectif mentorat ont pu être présentés lors d'une table ronde. Les travaux que nous menons en faveur d'une démarche qualité. C'est notamment la préparation du label mentorat qui a pu être présenté à cette occasion. Et on en est assez fiers. Voilà, donc là, l'objet de ce webinaire, c'est avant tout de pouvoir vous présenter l'étude qu'a menée l'agence phare, mais je laisse Julie Villouin d'Evolem Citoyen en dire un mot. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire de restitution qui clôture effectivement plus d'1 an de travail avec le collectif et l'agence phare. Vous dire quelques mots peut-être en introduction sur les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans ce travail. Moi, je pilote le fonds de dotation Evolem Citoyen. Evolem Citoyen, c'est un fonds qui nous permet de soutenir des projets d'intérêt général autour de l'orientation, la formation et l'accès à l'emploi des jeunes. Et le mentorat, c'est une thématique sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. Et on a souhaité effectivement, à travers ce travail, prendre un temps de recul et d'analyse du sujet. Voilà, donc on a effectivement travaillé avec l'agence phare. Pourquoi? Parce que la recherche nous semble cruciale pour nourrir nos réflexions. Et effectivement, l'objectif à travers ce travail, c'était aussi d'identifier les trous dans la raquette et de pouvoir renforcer notre impact en tant que financeur et d'identifier les endroits où nous pouvons avoir un effet levier. D'où effectivement cette démarche de prise de recul et de réflexion. Ce travail, on a souhaité le faire avec les acteurs de terrain, d'où notre partenariat avec le collectif mentorat et les associations qui le composent. Et enfin, on a souhaité aller au bout de la démarche et réfléchir de manière collective. Donc, ça a été l'objet d'ateliers stratégiques
que nous avons organisé le 8 janvier après-midi en amont de la soirée de clôture du mentorat au Conseil économique et social. Des ateliers stratégiques pour lesquels nous avons réuni une quarantaine de personnes, toutes les parties prenantes du mentorat, que ce soit effectivement des représentants des associations membres du collectif, des partenaires privés comme des partenaires publics engagés dans le mentorat. Et ensemble, nous avons dessiné des propositions, des pistes d'action sur la base des 3 préconisations issues de cette étude pour effectivement alimenter la réflexion et puis engager la démarche. Voilà, quelques mots effectivement pour un peu remettre dans le contexte cette étude. Je vais laisser la parole à Clémence Perronnet, qui est donc la chercheuse de l'agence phare qui a mené ces travaux. Je voulais juste vous dire avant ça que les questions, vous pouvez poser des questions dans le chat et nous les prendrons suite à l'intervention de Clémence. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont été associées à ces travaux, qui en auraient, comme je vous le disais, sur plus d'1 an et demi, on a mobilisé beaucoup de monde autour et voilà, on est très fiers aujourd'hui d'avoir pu mener tous ensemble ce travail. Merci. Clémence, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup Nicolas et Julie pour cette introduction. Je m'appelle Clémence Perronnet, je suis sociologue et chercheuse à l'agence phare. Nous sommes un bureau d'études et de recherche focalisé sur les politiques publiques et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude sur le mentorat en France que j'ai eu l'opportunité de mener avec 2 de mes collègues de l'agence qui sont Claire Boivin et Paul Nébourger. Et dans cette présentation, dans un premier temps, je vais vous présenter les résultats issus de l'étude sociologique du mentorat. Et puis, dans un deuxième temps, comme l'a indiqué Julie, je vous parlerai des préconisations que nous avons tirées de cette étude et puis des pistes d'action qui ont été dégagées collectivement pendant les ateliers stratégiques. Et donc, dans un premier temps, un mot de la façon dont nous avons construit l'étude sociologique autour du mentorat, bien sûr à partir des objectifs que nous avions élaborés avec le collectif Mentorat et avec Evolem. Alors, pour le dire le plus simplement possible, nous sommes partis collectivement d'une question qui était de pouvoir comprendre comment l'ensemble des dispositifs et des programmes de mentorat en France ils permettent de répondre à la grande hétérogénéité des problématiques que rencontrent les jeunes. Donc ça, c'était notre première grande interrogation. Et puis, bien sûr, l'enjeu était d'essayer de voir comment on pouvait ensuite améliorer les dispositifs de mentorat existants pour répondre le mieux possible aux besoins exprimés par les jeunes. Alors, pour comprendre tout cela, nous avons mené une enquête en 2 volets, avec une partie qualitative et puis une partie quantitative. Du côté de l'enquête qualitative, on a eu la chance d'être accueillis par 10 structures de mentorat, associations et fondations, via lesquelles on a pu rencontrer non seulement des responsables de structures, mais aussi 20 binômes de mentors et de jeunes mentorés et 18 partenaires des structures, c'est-à-dire soit des représentants des pouvoirs publics ou d'entreprises privées qui aident au recrutement, soit des personnes qui aussi aidaient au financement ou à la communication des associations de mentorat. Donc voilà, côté enquête qualitative, des entretiens sociologiques menés avec responsables de structures, jeunes, mentors et puis partenaires. Et puis ensuite, on a doublé cette enquête qualitative d'un volet quantitatif qui, lui, a été réalisé via 2 questionnaires. Un premier questionnaire qui a été transmis aux structures de mentorat, qui nous a vraiment permis de mettre à jour et de mieux comprendre leur fonctionnement. Ici, on a eu 58 réponses de la part des 70 structures qui composaient alors le collectif Mentorat. Et puis, la plus grosse partie de cette enquête quantitative, elle repose sur un questionnaire qui a été diffusé par 45 associations auprès de leurs mentors. Et là, on a eu un peu plus de 3700 réponses de la part de mentors, ce qui était vraiment intéressant parce que c'est une des premières enquêtes de cette ampleur auprès des mentors. Et là, on peut faire des analyses statistiques intéressantes. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont quelques grands résultats, quelques grands enseignements qu'on a tirés à la fois du volet qualitatif et du volet quantitatif, en commençant par quelques informations quant aux associations de mentorat et en fait au champ associatif qui existe actuellement en France. Alors, nos premiers constats à l'issue de cette enquête, c'était d'abord une confirmation qu'on est face à un milieu associatif et à un champ qui est en pleine expansion. Ça se traduit par le fait que la plupart des structures membres du collectif elles ont créé leur programme de mentorat depuis moins de 5 ans.
On a aussi pu constater quels étaient leurs champs d'intervention et là voir, c'est ce que vous avez sur le graphique, que ce sont principalement dans les champs de l'insertion professionnelle et de l'orientation que les structures interviennent, ce qui est cohérent avec le fait que ce sont les champs qui sont les plus soutenus par les appels à projets publics, un jeune, un mentor. Enfin, donc c'est ce que vous avez, on a un quart environ des associations qui interviennent dans le champ de l'orientation et un peu plus de 30% d'entre elles qui s'intéressent à l'insertion professionnelle. Un autre constat issu des questionnaires passés auprès des associations tient à leur modalité de financement, avec là ce résultat que vous avez aussi sur la diapositive, que les 3/4 des associations reçoivent des subventions publiques et que ces subventions publiques sont complétées en partie par des financements reçus de fondations d'entreprises qui concernent la moitié des associations et puis par du mécénat privé qui concerne là aussi la moitié des associations. D'autres enseignements qui tiennent au champ associatif du mentorat et qui étaient extrêmement importants pour nous de tirer de l'étude tiennent à la répartition et à l'implantation géographique des structures. Donc ici, on a pu avoir la carte que vous voyez qui est ici présentée dans des tons de bleu, qui est la carte de l'implantation territoriale des associations. Et ça nous a permis de constater que le mentorat, il répond bien à des besoins sociaux et à des besoins scolaires des jeunes dans plusieurs départements. Alors ces besoins, on les a analysés avec plusieurs critères, mais ici, j'ai gardé un seul indicateur qui est la carte dans des tons de rouge-orangé, qui est la part de la population qui habitent dans des quartiers prioritaires des politiques de la ville dans les départements. Et donc, vous pouvez constater en comparant ces deux cas, les scolaires semblent bien couverts par le mentorat. C'est le cas de l'Île-de-France, c'est le cas du Nord, du Rhône, des Bouches-du-Rhône ou de la Seine-Maritime. Mais l'analyse de l'implantation territoriale nous montre qu'il y a aussi des territoires où il y a un certain déséquilibre, des zones où il y a beaucoup de besoins, mais qui sont un peu moins couvertes par les associations de mentorat. Alors, c'est le cas particulièrement des territoires d'outre-mer et du Grand Est. Enfin, du côté des associations, on a également enquêté sur leurs pratiques et sur leur implication dans le collectif mentorat, avec là quelques résultats forts qui sont l'utilité et le bénéfice que procure le fait d'appartenir au collectif mentorat, qui est vraiment une fédération pour laquelle il y a une forte implication des membres et qui permet d'apporter de la légitimité, de la visibilité aux associations. Et puis, cette structuration forte à l'échelle nationale, on a constaté que ça amène en fait à une dynamique collective de passage à l'échelle et de convergence des pratiques autour d'un modèle qui devient majoritaire, qui est un accompagnement de minimum 6 mois avec des rencontres mensuelles. Et on a pu constater aussi le succès après 2019 d'accompagnement hybride. C'est le résultat que vous avez ici sur la diapositive avec plus de 60% des associations qui proposent du mentorat hybride à leur binôme de jeunes et de mentors. Donc voilà pour quelques résultats vraiment du côté des associations. Et ça nous amène ensuite à un deuxième grande thématique qui sont les parcours qui permettent aux jeunes comme aux mentors d'entrer dans le mentorat. Ici, nous avons d'abord travaillé sur les enjeux de recrutement pour essayer de comprendre comment les associations faisaient face à la nécessité de trouver des adultes ou des jeunes volontaires pour mentorer et des personnes qui étaient partantes pour être accompagnées. Ce qu'on a constaté ici, c'est que le recrutement, il est pas effectué de la même façon, il ne repose pas sur les mêmes acteurs selon qu'on parle des jeunes ou des mentors. D'un côté, le recrutement des jeunes mentorés, il est très dépendant des partenariats publics. Les sources principales, ça va vraiment être l'éducation nationale. On a 70% des associations, par exemple, qui mobilisent des établissements scolaires pour recruter, suivi d'autres acteurs publics comme Pôle emploi, l'aide sociale à l'enfance, là aussi mobilisés par une majorité des associations. Il y a un contraste avec la façon dont les associations recrutent des mentors, puisque ce recrutement des mentors, il va moins reposer sur des partenaires publics, mais il va davantage dépendre des actions et de la communication menées par les associations. Autrement dit, les mentors vont souvent arriver, se porter volontaires, parce qu'ils ont vu des campagnes de publicité ou parce qu'ils ont effectué des recherches personnelles, principalement sur Internet, qui les ont amenés aux associations. Joue aussi dans le recrutement des mentors, les partenariats avec les entreprises et le mécénat de compétences qui permettent également de recruter des mentors.
Un autre résultat, c'est que les associations ont déclaré aux 3/4 qu'elles rencontraient des difficultés de recrutement, mais ces difficultés ne sont pas les mêmes selon le champ d'intervention des structures. Et là, on a constaté une grande tendance qui est que du côté du mentorat scolaire et du mentorat d'orientation, c'est-à-dire le mentorat qui vise à améliorer les résultats scolaires ou à faire découvrir de nouvelles débouchés et de nouveaux métiers, c'est plutôt un manque de mentors qui inquiète les associations. Alors qu'à l'inverse, dans le mentorat qu'on a décrit comme le mentorat spécialisé, c'est-à-dire celui qui s'adresse à des publics qui rencontrent des difficultés spécifiques, qui peuvent être liées à du handicap, au fait d'appartenir à l'aide sociale à l'enfance ou d'avoir connu un parcours migratoire, là, c'est davantage le recrutement des jeunes qui pose des difficultés aux associations. L'investigation des profils et des entrées dans le mentorat, ça nous a aussi permis de constater à qui s'adressaient majoritairement les programmes qui sont présentés par les associations. Ici, on a d'abord un constat du point de vue de l'âge. On a pu mettre en évidence le fait que les programmes s'adressent majoritairement à la tranche d'âge des 16-30 ans. C'est le cas de 70% de l'offre. Mais aussi qu'elle va aller toucher des publics spécifiques qui, eux, sont en priorité les habitants des quartiers prioritaires des politiques de la ville, les jeunes qui appartiennent aux classes populaires et ceux qui sont soit en situation de décrochage scolaire, soit boursiers. Donc, on a pu constater qu'il y avait cette focalisation de l'offre sur ces difficultés-là, donc principalement des difficultés qui sont repérées au prisme de l'appartenance territoriale, l'appartenance de classe sociale et puis un critère également scolaire. On voit par exemple du côté de l'âge, et c'est quelque chose qui nous a intéressé, qu'une tranche d'âge qui fait un peu moins l'objet d'offres, c'est vraiment celle qui correspond aux scolarités du collège. C'est assez cohérent, le mentorat n'est pas un dispositif qui est particulièrement adapté aux très jeunes enfants, donc c'est assez normal qu'il soit peu présent sur la petite enfance. Par contre, sa présence au collège, elle, était plutôt un résultat un peu surprenant parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait davantage d'offres aussi sur cette cible-là. Donc tout ça nous a permis d'établir un petit peu à qui s'adressaient les programmes et on a pu compléter de l'autre côté sur le profil des personnes qui arrivent, non pas sur les jeunes qui n'étaient pas concernés par notre enquête, mais sur les mentors, par le biais du vaste questionnaire qui a été renseigné, comme je vous le disais, par un peu plus de 3700 personnes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous a permis d'établir une forme de portrait idéal typique de qui sont aujourd'hui les mentors en France, avec ces constats. On a une population qui est composée en grande majorité à 60% de femmes, principalement de personnes actives qui ont une quarantaine d'années, qui sont en majorité des personnes qui vivent en ville, mais aussi quelques résultats plus frappants. Les mentors, ce sont des personnes qui sont très diplômées, plus de 60% de personnes sont diplômées de master, issues des classes favorisées pour les 3/4 d'entre elles, et on a aussi une surreprésentation des personnes qui sont salariées du privé et qui travaillent dans de grandes entreprises. Comme ça, aller chercher des informations sociodémographiques sur le profil des mentors, ça nous a permis aussi de mettre en évidence le fait qu'il existe un investissement et une implication différenciée selon le genre, mais aussi selon la classe sociale dans le mentorat. Et on a constaté, vous pouvez voir sur le graphique qui vous présente la part de personnes cadres et la part de mentors hommes dans différents champs d'intervention, que sont la scolarité, le mentorat pour l'entrepreneuriat, le mentorat pour l'orientation, pour l'insertion sociale ou professionnelle. On voit se dégager en fait plusieurs pôles de mentorat, avec un mentorat dans lequel il y a à la fois davantage de mentors hommes et davantage de cadres, un mentorat plutôt masculin et privilégié autour de l'entrepreneuriat, avec par contraste un mentorat plutôt féminin mais distingué, plutôt populaire autour de la scolarité et plutôt privilégié autour de l'insertion sociale. Donc ça, c'est un résultat qui nous a semblé particulièrement intéressant parce que ça montre à quel point des représentations traditionnelles, à la fois des rôles de genre et des rôles des différentes classes sociales, peuvent se retrouver dans l'implication des personnes dans le mentorat et créer ces différents pôles à l'échelle de leur implication dans les associations. Une autre des questions clés qui nous a guidés pendant cette enquête, c'est celle qui tient aux besoins des jeunes. Ici, nous avons pu constater que la façon dont les jeunes exprimaient leurs besoins, c'est quelque chose qu'on a véritablement saisi par l'enquête qualitative, variait
en fonction de la façon dont ils étaient arrivés dans le mentorat, mais aussi en fonction de leur origine sociale. Avec ici un constat qui était assez fort, qui était que les jeunes qui viennent des classes populaires, des classes les plus défavorisées, expriment un peu moins que les autres des attentes très précises vis-à-vis du mentorat au tout début de leur relation. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils s'en remettent un petit peu davantage au mentor qui les accompagne pour déterminer les contours de l'accompagnement qui va être proposé. Cependant, ça n'empêche pas ces jeunes par la suite et en cours de relation d'avoir eux aussi une préférence et d'exprimer une préférence pour un suivi très concret et autour d'objectifs précis. Et donc en ça, ils rejoignent leurs camarades qui viennent de milieux plus favorisés, mais qui, eux, dès leur arrivée, dès l'entrée dans le mentorat, vont exprimer des besoins extrêmement précis et spécifiques, qui vont être par exemple la réussite d'un certain type de concours ou l'entrée dans un établissement précis. Donc on a constaté ce contraste entre l'expression des besoins qui existait entre les jeunes, et on a constaté que c'était aussi quelque chose qui se retrouvait en miroir dans les registres d'accompagnement que mobilisaient les mentors, qui, eux aussi, face à des jeunes très différents, n'identifiaient pas les mêmes besoins et ne percevaient pas exactement de la même façon les besoins des jeunes, selon leur champ d'intervention, leur sexe et leur classe sociale, avec là aussi une tendance à identifier des besoins davantage généralistes chez les jeunes qui venaient des milieux populaires, alors que c'était des besoins plus précis et plus spécifiques qui étaient repérés et valorisés également chez les jeunes issus des classes favorisées. Une quatrième thématique que nous avons explorée avec cette enquête tient à ce qu'on a appelé les jeux d'équilibre autour du mentorat, avec là quelques résultats qui se dégagent, qui étaient tous les enjeux qu'il y a à définir et à choisir ou non le terme de mentorat, avec le constat qu'il y avait, surtout au début des programmes, une absence de consensus et d'unanimité chez les acteurs et les actrices de terrain dans l'utilisation du terme, quelque chose qu'on a vu évoluer aussi. Il y a beaucoup d'enjeux à définir ce qu'est le mentorat et à quel point ça recoute, par exemple, le parrainage ou le tutorat, avec ici des contradictions parfois entre le terme utilisé à l'échelle d'une structure et puis celui qui était utilisé par les binômes sur le terrain, mais cela dit une progression quand même vers une diffusion plus large du terme mentorat. On a aussi, dans cette thématique-là, exploré quelque chose qui nous semblait important, qui était le rôle que joue la dissymétrie qui existe nécessairement dans une relation mentorale, puisque par définition, le mentorat, c'est l'accompagnement qui est proposé par une personne qui a de l'expérience, qui est plus expérimentée, à une personne qui l'est moins. Donc on a cherché à explorer via l'enquête qualitative les conséquences de cela, et on a constaté que donc il y avait nécessairement cet écart d'expérience entre les mentors et les mentorés, mais que souvent, vu le profil type des mentors dont je vous parlais au début, il y avait aussi un écart de classe sociale avec des mentors plus souvent issus des milieux favorisés et donc nécessairement plus dotés en capitaux culturels et en capitaux économiques. On a constaté dans cette enquête que dans les relations entre les binômes, tout ce qui relevait d'une proximité, que ce soit une proximité d'âge ou une proximité de partage de pratiques ou de loisirs, favorisait la relation. Et donc, il y avait toujours cet équilibre à tenir dans les relations mentorales entre une relation nécessairement inégale, mais la nécessité de trouver des points communs pour aller de l'avant et pour continuer à s'investir dans les relations. Enfin, sur cette thématique des jeux d'équilibre, nous avons exploré et mis en évidence un équilibre pas toujours facile à trouver en termes d'investissement pour les mentors, puisque l'accompagnement de jeunes, surtout s'ils sont en difficulté, demande évidemment énormément de temps, mais aussi une importante implication émotionnelle, avec ici un quart des mentors au moins qui disent consacrer davantage de temps que prévu au mentorat et à l'accompagnement. La dernière thématique que nous avons abordée dans cette enquête, c'est celle des effets et des suites du mentorat. Ici, nous avons exploré les effets pour les jeunes, mais exclusivement à partir des entretiens qualitatifs, et nous avons pu constater l'importance pour eux de ce premier effet qui est le plus déclaré, qui est celui du gain d'estime de soi. Mais c'était important pour nous d'aller creuser un petit peu ce qu'il y avait derrière ce sentiment de voir une augmentation de sa confiance en soi. Et nous avons constaté qu'en fait, le gain de confiance en soi ne vient pas de nulle part, mais vient de la réalisation d'actions très concrètes d'accompagnement
Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a eu un discours tenu par le mentor, c'est parce qu'il y a eu une action précise réalisée par le mentor, comme l'accompagnement à un entretien, comme la présentation à des membres de son réseau, qu'il y a cet effet sur l'augmentation de l'estime de soi chez les jeunes. Les jeunes nous ont parlé, mais de façon un peu moins massive, également d'effets en termes d'apport de capital culturel. Là aussi, on a constaté des écarts en fonction du profil des jeunes, avec des apports qui étaient davantage déclarés par les jeunes issus des milieux populaires et ceux en difficulté, alors que pour les jeunes issus des classes plus favorisées, c'était finalement un gain périphérique et plus un coup de pouce que quelque chose qui leur semblait avoir une grande importance. On a pu mettre ces discours des jeunes sur les effets perçus pour eux en regard avec les discours des mentors qui, via les questionnaires, nous ont indiqué quels étaient les effets qui, d'après eux, apparaissaient le plus chez les jeunes qu'ils avaient accompagnés. Et ici, on voit que ça se rejoint, puisque une grande majorité, 71% des mentors, disent avant tout que le mentorat permet une amélioration de l'estime de soi chez les jeunes. Un constat également d'amélioration des compétences relationnelles, un constat d'autonomisation, de meilleure connaissance du monde du travail et d'une amélioration de la motivation. Mais donc tout cela a été moins mis en avant par les jeunes dans les entretiens qualitatifs. Ce que les entretiens et les questionnaires passés auprès des mentors nous ont aussi permis de mettre en évidence, ce sont les effets pour les mentors. Avec un premier résultat qui est quand même une grande satisfaction globale à l'issue des accompagnements. L'immense majorité des mentors, 9 sur 10, sont très satisfaits d'avoir été mentors et d'avoir participé au programme. Ils sont un peu moins nombreux à dire qu'ils recommanderaient l'expérience. Ici, on fait l'hypothèse que ça vient de l'investissement fort que demande le mentorat, dont les mentors se rendent compte que tout le monde ne peut pas forcément le mettre en œuvre. Et dans les résultats quant aux effets, ce qui est sorti le plus, c'est le sentiment d'utilité qui vient de la mobilisation de ces compétences et de leur valorisation via l'accompagnement, suivi, donc ça c'est le cas de 89% des mentors, je me sens plus utile, ce qui s'accompagne aussi d'un sentiment de fierté, suivi du développement de nouvelles connaissances et de compétences, surtout vis-à-vis des jeunes. Donc c'est ce qu'on a ici, presque 70% des mentors ont le sentiment, après leur investissement, de mieux comprendre les jeunes et d'avoir davantage conscience des inégalités ou encore d'avoir amélioré leurs compétences relationnelles via les soft skills. Par contre, des effets un peu moins perçus tiennent plutôt au changement dans le monde du travail. Vous voyez que c'est une minorité de mentors qui jugent que le mentorat leur a permis de changer leur rapport au travail, de l'améliorer, ou les a amenés à changer leur pratique de management ou leur pratique de recrutement. Notre dernier résultat concerne les suites du mentorat, avec là un constat qui est que le mentorat se poursuit la plupart du temps de façon informelle, au sens où les binômes restent en contact et où les mentors continuent à accompagner les jeunes, même quand les programmes s'achèvent. Par contre, il existe très peu de parcours institutionnalisés de mentorat, au sens où un programme amènerait vers un autre programme dans une autre association. Et vous le voyez, en fait, finalement, la plupart des programmes, alors, il n'y a pas de poursuite de l'accompagnement via un autre programme dans la majorité des cas, mais quand il existe, il est davantage vers la formation qu'il n'est vers d'autres types, vers les entreprises, qu'il n'est vers d'autres associations. Donc voilà, là, il s'agissait vraiment pour moi ici de brosser à grands traits les résultats de l'enquête. Les résultats sont complexes, il y a à la fois le qualitatif et le quantitatif, donc on a mis en évidence beaucoup de choses que j'ai seulement très brièvement abordées aujourd'hui, mais donc si ce sont des résultats qui vous intéressent, on sera mis à votre disposition un peu plus tard l'intégralité du rapport pour aller dans le détail si vous le souhaitez. Mais dans la deuxième partie de cette intervention, l'idée était d'aller vers des pistes d'action et d'aller vers une amélioration des programmes. Et donc, c'est ce que je vais faire en vous présentant non seulement les préconisations que nous avons tirées de cette étude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne un petit peu mieux, comment est-ce qu'on pourrait faire pour perfectionner le mentorat comme un outil de lutte contre les inégalités de destin, et puis je vais vous présenter les pistes qui ont été produites par les acteurs et les actrices du mentorat via les ateliers stratégiques. Donc, à chaque fois, mettre en regard les préconisations qu'on a imaginées à partir des résultats de l'étude et la façon dont elles ont été appropriées sur le terrain par les acteurs et les actrices du mentorat, donc dans ces ateliers qui réunissaient des structures, leurs partenaires et quelques jeunes. Les préconisations qu'on a issues de nos résultats, elles relèvent de 3 grands ordres et elles concernent en fait
trois grandes catégories d'acteurs et d'actrices du mentorat. Les premières, elles portent sur les mentors, avec cette idée de travailler sur le rôle et sur le positionnement des mentors. Et trois grandes pistes ici qui nous ont semblé fondamentales. La première, c'est l'ouverture et la diversification du recrutement des mentors. Vous l'avez vu, on a en fait une population des mentors qui est très homogène. Et donc là, il y a l'enjeu d'essayer de diversifier le recrutement en termes d'origine sociale, en termes de type de structure, en termes de statut d'emploi, mais aussi en termes de sexe, afin que, à la grande diversité des besoins des jeunes, puisse répondre une grande diversité des profils des mentors. Parce qu'il y a bien sûr le risque que certaines catégories de mentors qui sont très sous-représentées, qui n'existent quasiment pas, comme les indépendants, comme les employés, en fait, soient pourtant des mentors qui puissent inspirer ou qui puissent accompagner des jeunes dans cette direction-là. Un enjeu d'ouverture et de diversification du recrutement des mentors. Un enjeu de formation systématique qui, on va le voir, est déjà bien avancé, mais on a constaté qu'il restait tout de même environ un quart des mentors qui n'étaient pas concernés par les formations, bien qu'elles sont offertes par la totalité ou la quasi-totalité des associations. Donc là, il reste un petit écart à combler en termes de formation des mentors, mais on va voir qu'il y a beaucoup de pistes pour aller dans cette direction. Et puis enfin, nos travaux sur la notion d'équilibre nous a amené à mettre en avant l'idée de bien travailler sur l'investissement affectif des mentors, qui est souvent ce qui peut poser une difficulté dans les relations de binôme, c'est-à-dire quand l'investissement affectif en particulier dépasse ce qui était attendu et ce à quoi les mentors étaient préparés. Le deuxième grand bloc de préconisation concerne plutôt les jeunes, les mentors, puis les jeunes. Et là, la direction de la préconisation, c'est de renforcer leur capacité d'agir dans les programmes de mentorat, avec pour cela trois grandes idées. La première, c'est l'inclusion des jeunes dans la construction des programmes, avec cette idée de se dire que les premiers concernés peuvent être consultés et peuvent être inclus encore davantage dès les débuts, dès la conception et ensuite dans la mise en œuvre des programmes, pour que ceux-ci continuent à être au plus près de leurs besoins. Il y a l'enjeu, et c'est notre deuxième sous-préconisation, de faire en sorte que le mentorat soit toujours plus accessible et toujours plus compréhensible, surtout pour les jeunes qui viennent des milieux modestes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit vraiment un choix actif et un choix clair pour ces jeunes-là, et pas quelque chose qui vient parfois de l'extérieur ou qui ne fait pas toujours sens à ce moment-là dans leur parcours. Et ça amène donc à cette dernière piste qui est l'adaptation constante et toujours la plus fine possible de l'offre aux besoins qu'expriment les jeunes. Ça nous vient, ça, des constats qu'on a fait d'un écart qui existe parfois entre les besoins exprimés par les jeunes et puis ce qui est proposé dans l'accompagnement. Enfin, le troisième grand bloc de préconisation concerne, lui, plutôt la relation entre les associations et leurs partenaires, avec cette idée d'équilibrer davantage le champ national du mentorat, qui se décline en 4 propositions. La première qui est de maintenir la diversité du mentorat, c'est-à-dire la diversité du type de programme, du champ d'intervention, mais aussi des publics, à la fois en termes d'âge, en termes de caractéristiques sociales ou de difficultés potentiellement rencontrées. Un autre enjeu d'équilibre qui est celui de l'investissement du public et du privé dans le mentorat, et vous allez voir, on va en reparler. Un enjeu de garantie de la qualité qui, comme celui de la garantie de formation, est vraiment quelque chose qui fait l'objet de travaux en cours, et bien sûr, le collectif, on va le voir aussi, est vraiment déjà en train de créer et de mettre en place des référentiels communs pour garantir la qualité du mentorat. Et puis, dernière préconisation qui fait directement suite à ce que je vous présentais il y a un instant, essayer de construire et de développer davantage de parcours de mentorat pour favoriser le passage d'un programme à un autre et avoir moins de sorties sèches ou de sorties informelles pour les jeunes après le passage dans une association. On a présenté toutes ces préconisations lors des ateliers stratégiques à des acteurs et des actrices, une quarantaine d'acteurs et d'actrices du mentorat, issus des associations, représentants ou représentantes des partenaires ou des jeunes, pour leur demander d'identifier quelles étaient les actions qui leur semblaient pertinentes pour aller dans ce sens. Donc c'est ce que vous avez là. Je vais vous présenter pour les 3 préconisations un résultat synthétique de leur travail, avec à chaque fois les outils déjà disponibles, et qui notamment au sein des associations ou via le collectif mentorat, et puis des choses qui pourraient être mises en place.
Donc là, ce que je vous présente, ce sont vraiment les mots et les idées des parties prenantes, et non plus celles des chercheurs et des chercheuses qui ont mené l'étude. On passe vraiment à la pratique. Avec quelques pistes pour cette première idée, ces premières catégories de préconisation sur les mentors. Ici, on a identifié qu'il y avait pas mal de choses qui étaient déjà disponibles, qu'il y avait déjà beaucoup de richesse dans la formation des mentors, qu'il y avait l'idée que toute intégration de témoignages et de participation des jeunes mentorés à la formation était bon à prendre, et qu'il y avait aussi à renforcer et à valoriser les kits pédagogiques qui sont déjà distribués aux mentors, mis à leur disposition quand ils entrent dans le mentorat. Parmi les outils utiles et qui fonctionnent, il y a aussi la charte de bonne conduite qui existe déjà dans les associations et que tous les membres du binôme signent et doivent ensuite respecter dans leurs relations. Toujours dans cet esprit d'avoir des bonnes pratiques et de mutualiser les ressources, on a souligné pour ces points-là l'existence d'un espace membre du collectif via lequel et les associations et ensuite par leur biais leurs mentors peuvent accéder à des ressources communes. Dans les dernières aussi, les autres actions qui marchent, on a l'existence des campagnes de communication qui fonctionnent et qui utilisent déjà des discours, vulgariser des discours concrets pour présenter le mentorat au plus grand nombre de personnes, ce qui peut encourager bien sûr des publics très diversifiés à s'investir. Et enfin, l'existence d'ateliers découvertes, mais surtout un point clé qui arrive bientôt, le travail qui est en cours sur la production du label mentorat qui va s'ajouter aux gages de qualité que le collectif va pouvoir fournir aux associations. Donc ça, c'est ce qui existe déjà. Et puis, il y a des pistes pour ce qui pourrait être mis en place ou ce vers quoi on pourrait aller pour améliorer encore ce rôle et travailler sur le rôle du mentor. Ici, quelques propositions pour davantage armer les structures, avec l'idée qu'il pourrait exister à terme une formation des mentors socles qui serait portée par le collectif, avec des efforts à faire pour recruter davantage, diversifier les profils, et une façon de le faire, c'est d'accentuer le recrutement d'étudiantes et d'étudiants pour devenir mentors, avec le fait de continuer et de mettre en place un suivi précis du profil des mentors pour regarder si ce qu'on a observé là, à un moment donné du profil, se maintient, et voir si on continue à avoir ce même profil des mentors, donc très féminisés, très diplômés, davantage issus des grandes entreprises. Le suivi permettrait de voir si cela évolue et s'il y a toujours des manques. Et pour assurer ces actions-là, une piste pourrait être d'avoir au sein des structures des personnes spécialisées qui pourraient également travailler sur l'investissement affectif des mentors. Donc, des pistes au sein des structures. D'autres pistes concernent le recrutement et la mobilisation. Ici, l'idée, ça serait de garder ce qui fonctionne dans la communication globale et grand public pour le mentorat, mais aussi de spécialiser la communication pour aller toucher certains publics cibles. Ça peut être le public étudiant, ça peut être le public employé, le public des indépendants et des indépendantes. Donc, essayer d'aller toucher celles et ceux qui manquent par des communications ciblées. Une autre façon d'élargir le recrutement serait de continuer le travail avec les entreprises partenaires en sensibilisant davantage les ressources humaines et les managers, et puis en créant une autre idée, des programmes d'intégration ou des programmes de recrutement via les entreprises et en leur sein. Enfin, deux dernières pistes, l'une pour encourager le partage de bonnes pratiques entre mentors. Donc là, il y a eu plusieurs idées, plusieurs pistes d'action proposées pour faire en sorte que les mentors se rencontrent et puissent discuter entre eux, ce qui les aiderait notamment pour les questions d'investissement affectif. L'idée là est d'organiser soit des points obligatoires dans les parcours pour évoquer ces sujets-là, soit, et peut-être même avec aussi l'idée de créer des groupes de travail, l'idée de créer des rencontres aussi sociales et festives pour interstructures, pour les mentors, pour discuter de ces sujets-là. Une autre piste serait de valoriser également leur formation et leur engagement, par exemple via des validations des acquis de l'expérience ou l'existence de badges qui viendraient marquer l'acquisition de compétences via le mentorat. Donc voilà toutes les pistes pour cette première préconisation autour du positionnement des mentors. Le même travail a été fait pour l'idée de renforcer la capacité d'agir des jeunes. Ici aussi, des outils déjà existants et puis des pistes d'action. Du côté de ce qui existe déjà, on a souligné qu'il y avait plusieurs étapes qui existent de l'accompagnement qui permettent
de mettre le jeune au centre de son parcours. Il y a l'existence d'échanges informels, mais aussi de rencontres individuelles et avec les mentors et avec les jeunes avant même que l'accompagnement commence. Ça, c'est une pratique qui, bien sûr, doit être conservée pour pouvoir aller dans ce sens-là. Il y a aussi l'existence à nouveau de la charte qui est signée par l'association, les mentors et les mentorés au début de l'accompagnement. Et puis, il y a tous les dispositifs qui, au fur et à mesure de la relation, permettent aux associations de vérifier que l'accompagnement correspond bien toujours aux besoins. Donc, tout cela, des choses à conserver et à développer. Les autres outils qui existent déjà, ce sont la communauté des mentorés, qui dans les associations est structurée par des temps forts de regroupement et de rencontres qui existent déjà et qui peuvent là aussi être développés par la constitution de groupes d'alumni, mais aussi par l'existence, dans certains cas, des rôles d'ambassadeurs et d'ambassadrices pour les jeunes qui, après avoir été mentorés, veulent bien devenir porte-parole des associations et aller diffuser leur message. Enfin, dans les outils qui fonctionnent également, on trouve l'existence des retours d'impact et des études d'impact, pardon, et des retours d'expérience, donc le reporting qui est effectué par les structures et qui permet de suivre ce qui se passe, toujours dans la perspective d'identifier des axes d'amélioration, et puis les liens qui existent déjà entre les structures, notamment via le collectif, pour tenter d'être dans la plus grande complémentarité possible, avec l'idée que si les besoins exprimés par un jeune ne correspondent pas à ce que peut offrir la structure, elles sont en capacité de le diriger vers une autre structure qui, elle, pourrait être plus adaptée à ses besoins. Donc voilà pour ce qui existe déjà. Et à cela pourraient s'ajouter les quelques pistes d'action, donc identifiées par les parties prenantes. L'idée de se reposer davantage sur des prescripteurs précis et à l'échelle locale, d'aller trouver les bonnes personnes qui, sur un territoire donné, peuvent être celles qui connaissent le mieux déjà les jeunes et davantage les orienter vers les structures. Quelques idées aussi pour mobiliser davantage ces jeunes dans les programmes de mentoré, avec là plusieurs propositions. Créer des espaces dans les programmes qui leur soient consacrés, qui leur soient dédiés, et puis avoir des temps de consultation. Alors, soit des consultations globales de tous les jeunes sur leurs attentes et leurs besoins, de tous les jeunes des programmes, par exemple, soit des choses un peu plus resserrées, où on pourrait créer des comités consultatifs de jeunes mentorés, où là, quelques-uns ou quelques-unes d'entre eux pourraient être en mesure de produire, par exemple, des recommandations venues d'eux et d'elles pour améliorer les programmes. Donc, cela permettrait de renforcer encore cette idée qui guide déjà le mentorat, qui est de partir des besoins des jeunes pour aller chercher les mentors qui leur correspondent le mieux et pas l'inverse. C'est-à-dire pas avoir un regroupement de mentors qu'on essaye ensuite de caser dans les besoins exprimés par les jeunes. Pour aller dans ce sens-là, les idées, c'est de renforcer encore le lien entre structures via, par exemple, des actions sous la forme de consortium à l'échelle d'un territoire, et puis renforcer encore cette idée d'adaptation. Donc là, une piste serait de mettre l'accent dessus dans des webinaires, dans des formations complémentaires pour les mentors. Enfin, dernière catégorie de préconisation, et donc dernière identification d'outils et pistes d'action, la question de l'équilibre du champ national de mentorat, donc plutôt côté structure et côté partenaire. Ici, il y a des choses qui existent déjà et qui marchent bien. On a déjà parlé un petit peu des communautés d'alumni, mais elles sont aussi un outil mobilisable ici. Et puis surtout, il y a le rôle que joue le collectif mentorat dans la structuration et dans la possibilité via la création d'une cartographie et d'une identification de la répartition des structures sur le territoire. Là, toutes les actions de reporting faites notamment, qui vont entre autres vers le collectif, ont été identifiées comme un outil important pour comprendre ce qui se passe et puis alimenter aussi un référentiel commun de bonnes pratiques et essayer de voir là où on peut encore améliorer la pratique du mentorat. Parmi les autres choses qui semblent fonctionner dans ce sens-là, il y a la valorisation des débouchés dans le secteur public et la participation accrue des acteurs publics. Donc là aussi, un levier pour continuer à diversifier et à équilibrer le mentorat du côté du public. Et enfin, on trouve à nouveau, on en a déjà parlé, mais le label mentorat qui va arriver et avec lui, la création d'un référentiel métier pour les professionnels du mentorat, qui va permettre aussi de clarifier leur rôle, de le valoriser et donc d'aller vers une meilleure qualité, mais aussi une meilleure communication autour des actions de mentorat.
Ça, c'est ce qui existe déjà. Et donc, les dernières idées, les dernières pistes d'action possibles pour l'équilibre du champ du mentorat, elles ont été nombreuses aussi du côté des parties prenantes. Quelques-unes d'entre elles sont résumées ici. L'idée pour recruter plus largement, de s'appuyer sur de grands opérateurs territoriaux, alors qui peuvent être des institutions publiques, mais qui peuvent être aussi des grandes entreprises, et donc d'essayer de partir de l'échelle nationale, mais pour retomber ensuite à des actions beaucoup plus locales, pour recruter des mentors avec des profils toujours plus diversifiés. L'idée d'adresser des plans de communication et des sollicitations de recrutement à des acteurs publics, par exemple les rectorats et les universités, dans l'espoir d'avoir davantage d'agents de la fonction publique qui endossent le rôle de mentor. Quelques pistes aussi qui touchent plutôt à un travail autour du financement. Et là, les quelques idées qui ont été portées sont celles de la création de conférences de financeurs du mentorat qui permettraient aux divers financeurs de se rencontrer, d'identifier le rôle de chacun et d'avoir des plans qui soient pluriannuels sur le long terme et cohérents pour le financement. Ça pourrait s'accompagner d'instances de gouvernance publique-privée avec vraiment l'enjeu qui est ressorti de bien expliquer ce que le financement public peut et ce qu'il ne peut pas. Et là où il finance et là où il ne finance pas, avec notamment l'enjeu de bien montrer qu'il y a le coût des programmes, qu'il y a le coût de fonctionnement et de bien identifier là où les financements sont suffisants ou ne le sont pas et comment ils pourraient être répartis entre public et privé. Enfin, plutôt sur l'idée de développer des parcours de mentorat, ici les quelques pistes qui sont sorties, c'est encore une fois d'aller à l'échelle locale, s'associer à des structures avant de créer un programme sur un territoire, dans la visée un peu plus globale de mieux se connaître entre structures du mentorat, mais aussi avec les autres acteurs et actrices de terrain et tous les autres associations qui font d'autres types d'accompagnement. L'idée là est toujours la même, c'est-à-dire veiller à ce que quand on a un jeune avec des besoins, si le mentorat ou si le programme n'y répond pas, on sache où l'envoyer parce qu'on connaît bien le réseau. Et une des pistes pour cela serait d'avoir enfin un suivi commun des jeunes après le mentorat, d'avoir un diagnostic de sortie qui soit partagé entre toutes les associations pour savoir comment les jeunes sortent et surtout vers où on peut les envoyer, vers quelle autre association on peut les orienter une fois qu'un programme s'achève. Voilà pour les pistes qui ont été issues des travaux que nous avons menés ensemble avec toutes les parties prenantes du mentorat. C'est le moment pour vous, si vous le souhaitez, de nous poser des questions donc via le chat, soit sur les résultats, soit sur ce travail autour des préconisations et des pistes d'action. Merci beaucoup Clémence. Alors les questions et les remarques ont été nombreuses dans le chat depuis ta prise de parole Clémence. Je vais te demander, je me fais le relais auprès de toi de 2 demandes de précision. Oui. Qui sont arrivées plutôt au début de la présentation. Au moment où tu parlais de la couverture territoriale des associations de mentorat, la question posée était dans la mesure où le mentorat peut se faire à distance avec beaucoup d'associations du collectif mentorat, peu importe la zone d'implantation de l'association. Cette donnée a-t-elle été prise en compte pour considérer la couverture territoriale? Oui, la couverture territoriale, la question était dans quelle région est-ce que vous intervenez, dans quelle région est-ce que vous avez des mentorés, que ce soit en présentiel, à distance ou en hybride. Donc oui, ça concerne aussi, la carte telle que je l'ai présentée concerne aussi le mentorat réalisé de façon hybride ou en distanciel. Donc même avec cette modalité de mentorat à distance, les territoires non couverts ne sont pas non plus couverts par du mentorat à distance. Sachant que là, sur ce point-là, il y a quand même une alerte à donner qui est que le mentorat uniquement à distance, qui n'est pas du tout d'ailleurs la modalité privilégiée des associations, n'a pas le même impact, n'a pas la même force que du mentorat où il y a au moins quelques rencontres en personne. Merci. Deuxième demande de précision. Qu'entend-on par classe favorisée? Alors, les classes favorisées, comme les classes populaires, ce sont des catégories d'analyse qui sont classiques en sciences sociales et en sociologie. On se repose en général sur la description de la population qui existe avec les statistiques nationales, notamment celles qui sont faites par l'INSEE, l'Institut national de statistiques.
Pour la version la plus courte, il y a une définition assez complexe qui prend en compte à la fois les revenus, la situation socio-professionnelle et puis un ensemble de représentations et de valeurs. Mais la définition la plus courte est qu'on va considérer comme relevant des classes favorisées les personnes dont la catégorie socio-professionnelle est cadre, professions intellectuelles supérieures et une partie des professions libérales. Par contraste, on va avoir dans les classes populaires les personnes qui relèvent de la catégorie socio-professionnelle ouvriers, ouvrières et une partie des employés. Merci Clémence. Pour les autres questions, je vais essayer de me charger d'y répondre moi-même. Une question posée par Philibert de Manneville qui nous demandait comment traduire les soft skills en assets RH au profit des mentors. Alors merci Philibert, c'est une de nos grandes questions, puisqu'un des enjeux, c'est de reconnaître et de valoriser l'engagement des mentors pour susciter l'engagement de mentors supplémentaires, mais aussi pour tout simplement remercier toutes les personnes qui s'engagent auprès des jeunes. Alors pour ça, on a 2 pistes. D'abord, on est en plein travaux avec des entreprises partenaires pour mobiliser les DRH et voir avec eux comment concrètement reconnaître l'engagement de collaborateurs qui sont mentors lors de l'entretien professionnel annuel. On travaille et les entreprises travaillent même sans nous avoir attendu sur l'identification des soft skills accumulés par les collaborateurs mentors. Le deuxième axe de ma réponse, c'est que nous travaillons là aussi avec les entreprises à la création d'un badge mentor qui permettrait aux associations du collectif mentorat de reconnaître l'engagement des mentors qui, à travers elles, sont engagés depuis au moins 6 mois et qui ont mené une relation mentorale de qualité. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train d'engager et qui permettrait très concrètement à chaque mentor qui remplit ces critères d'afficher ce badge mentor, par exemple, sur son compte LinkedIn. Ensuite, on a eu beaucoup de questions sur la formation des mentors en lien avec le label. Je prends ma réponse à travers le prisme du label, puisqu'une des questions était: le label mentorat sera-t-il accordé aux structures associatives ou aux entreprises, par exemple, qui utilisent le mentorat? La réponse est claire, le label viendra reconnaître la qualité des programmes de mentorat tels que mis en place par les associations, enfin plus largement par les organisations de mentorat. Donc, c'est les programmes qui seront labellisés. Il ne s'agit pas de labelliser des choses plus larges, puisque le collectif mentorat se concentre sur le mentorat social et donc viendra reconnaître la qualité des programmes à travers ce label. Ce label vient reconnaître la qualité de chaque étape d'un programme de mentorat. Et parmi ces étapes, il y a la formation des mentors. Donc il y a eu beaucoup de discussions pour fixer le niveau d'exigence quant à la formation des mentors, qui soit à la fois le plus ambitieux, mais aussi le plus praticable, compte tenu des volumes parfois considérables de jeunes et donc de mentors qui sont engagés chaque année par les associations. Donc ce qui est certain, c'est que le label mentorat va bien traiter cette partie formation et prévoit en l'occurrence 2 choses. Qu'avant la mise en relation entre le jeune et le mentor, les mentors reçoivent des informations et ainsi on est certain que les mentors sont prêts à s'engager compte tenu de toutes les informations qu'ils ont reçues sur ce qu'est le mentorat social, ce que sont les objectifs du mentorat, ce que sont les spécificités du public accompagné, ce qu'est le cadre, etc. etc. Puis, après ce stade d'information, il y a le stade de la formation des mentors, qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être collectif, ça peut être en direct ou ça peut être indirect via des modules de formation. L'essentiel étant qu'avant ou au début de la relation, cette formation soit non seulement prévue, mais aussi obligatoire et permette d'aborder en profondeur différents sujets que j'ai déjà cités au stade de l'information, mais là, ça permet d'aller plus loin sur la posture, les engagements vis-à-vis du jeune, les attentes que peut avoir le jeune, les limites de la relation, les missions du mentor, les éléments éthiques, etc. etc. Donc voilà, ma réponse est nécessairement brève parce que je vais passer la parole à Christophe, mais on a choisi dans cette grille de standards du futur label, d'être exhaustif sur les éléments que la formation doit pouvoir aborder, plutôt que sur la durée. Voilà. Et aujourd'hui, donc l'étude l'a montré, 96% des programmes de mentorat proposent une formation aux mentors, mais 25% d'entre eux ne suivent pas la formation.
d'où la nécessité de la rendre obligatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Cette étude va pouvoir vous être transmise dans les prochains jours, mais il nous reste 5 minutes et on tenait à pouvoir passer la parole à notre président Christophe Paris. À toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin et très heureux et très fier de la démarche qui a été présentée. Voilà, là, ce matin, c'est l'aboutissement. Alors, déjà, un grand merci à Evolène et à Phare et parce que c'est pas que des structures, c'est aussi des personnes. Un grand merci à Julie et à Clément. Le défi qu'on leur a présenté au début de la démarche était pas évident. Elles l'ont accepté, relevé et même emmené le sujet plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et de pouvoir poser des mots sur le mentorat qui est encore un sujet qui est en construction, qui était vraiment pas simple. Et ils ont réussi à prendre ce défi-là avec toute la complexité d'une démarche en construction. Et donc, c'est à la fois une photographie, une évaluation comme une photographie, mais aussi un marchepied pour la suite. Et je crois que euh, c'est vraiment l'élément que je peux retenir, moi, de tout ce qui a été présenté ce matin. C'est à la fois se dire que c'est quand même beau, un mouvement social en création. Le mentorat est pas un objet fini. Le mentorat est un objet en construction. Donc, il a déjà un impact fort, à la fois quantitatif, avec plus de 150 000 binômes, mais aussi qualitatif. On l'a vu là. Voilà, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une définition qui est pas simple, parce que le mentorat, c'est à la fois un accompagnement très global et transversal des jeunes, et en même temps, c'est très articulé sur des choses très concrètes, et on l'a vu, la question de comment de l'impact social est liée à ce diptyque-là, mais c'est aussi une, euh, une relation entre un mentor et un mentoré qu'on essaye d'être le plus égalitaire possible. Et là aussi, c'est une complexité. Donc, ça donne un objet qui est en soi difficile et puis difficile à bien caractériser. Et je trouve que là, les travaux nous permettent d'avancer vraiment là-dessus. Et puis, c'est une envie qu'on puisse encore gagner franchir un palier sur la mise en cohérence de nos actions et en même temps garder l'idée que le mentorat, c'est pas une seule formule, c'est une mosaïque. Là aussi, dans les éléments d'évolution, comment on arrive à faire vivre cette mosaïque et comment on arrive à la fluidifier les liens entre les différents projets est aussi un élément important. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant dans ce qui a été posé là, et je vous aussi remercie toutes les associations qui ont vraiment joué le jeu à la fois de l'évaluation, mais aussi de la construction des préconisations pour la suite, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on continue à avancer, c'est comment on continue à passer un cap, et passer un cap dans à la fois dans la définition du mentorat, comment on arrive à parler du mentorat, comment on arrive à expliquer ce que le mentorat, comment on arrive à faire collectivement s'approprier. Et on l'a vu en début d'évaluation, c'est encore des éléments à construire ensemble, mais comment on arrive à partir de là, à partir de cette définition du mentorat, de pouvoir passer un cap qualitatif. Et c'est aussi parce qu'on va avoir une bonne définition du mentorat qu'on va pouvoir travailler sur à la fois les éléments de label, les éléments de contenu, les éléments de formation. Bon, ben, comment on arrive à passer un cap qualitatif pour, in fine, ouvrir une deuxième
phase de développement du mentorat. Moi, je crois beaucoup de pouvoir réfléchir ensemble à comment on arrive à bien croiser. Si on veut faire transformation sociale, si on veut poser le mentorat à la hauteur des enjeux sociaux auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire comment on pose le mentorat comme un outil concret pour à la fois lutter contre les inégalités de parcours et créer du lien social, recréer du commun, recréer du lien humain. Euh, on est obligé de penser le mentorat, si on a cette ambition-là, on est obligé de penser le mentorat à la fois comme une, de poser pour le mentorat un enjeu de développement quantitatif, mais aussi qualitatif. Et on l'a vu là, la question du public et de pouvoir être en obsession sur comment on arrive à toucher le public qui en a le plus besoin, comment on arrive à en faire en sorte que le lien mentor-mentoré soit le plus productif possible, le plus intéressant possible, le plus humainement impactant. Voilà, c'est ces deux objets-là qu'il va falloir, qu'il faut qu'on continue à travailler, cette articulation quantitative et qualitative pour être à la hauteur des enjeux sociaux et de faire du mentorat, ce qui commence à être, mais le faire encore plus, c'est-à-dire un levier très efficace de lutte contre l'inégalité de parcours et de capacité de pouvoir créer du lien social. Et pour finir, pour pas être trop long, mais ce qui ressort de tout ça aussi, c'est cette formidable aventure collective. Et cette formidable aventure collective et la façon dont ont été construites l'évaluation, puis les préconisations, est riche de ça, est riche de quelque chose qui a été très ouvert, où chacun a pu y participer parce que chacun va être amené après à apporter ces éléments-là. Et donc, bien sûr, on va très vite, le plus vite possible, envoyer l'étude, les préconisations et faire circuler ça, puis après, surtout, s'en servir. Moi, je pense que l'intérêt euh, de cette démarche, c'est bien sûr donner une photographie à montée, mais s'en servir comme un outil pour faire passer collectivement un cap au mentorat. Donc, encore un grand merci à toutes les équipes qui ont participé. Merci à ceux qui font le mentorat au quotidien, les mentors, les mentorés, les structures. Et un grand merci à Julie Desvolèmes et à Clémence de l'Agence Phare, voilà, pour nous avoir accompagnés. Pour moi, cette restitution et cette démarche-là est un moment important dans l'histoire du collectif mentorat, dans l'histoire du mentorat en France. Voilà, c'était une pierre importante. Donc, un grand merci. Puis, donc à tout le monde, à très vite pour de nouvelles aventures, à la fois nationalement, territorialement, et puis, bien sûr, vous invitez tous le 24, 25 et 26 avril. On va avoir un moment important puisque ça va être le sommet européen du mentorat. C'est un sommet européen qui se tient tous les 2 ans et pour la première fois, il va se tenir à Paris, donc le 24, 25, 26, en lien avec Mentoring Europe et bien sûr le collectif Mentorat. Voilà, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez retrouver le moyen de s'inscrire via le site lementorat.fr, le site du collectif. Et donc, c'est aussi ça va être aussi une façon de aussi poser aussi à nouveau une nouvelle pierre. Ça sera à quelques semaines des élections européennes. C'est aussi une façon voilà, de dire que le mentorat, dans sa capacité à pouvoir impacter fortement la question des inégalités de parcours et la création de liens sociaux, ben, c'est aussi une dynamique européenne. C'est une dynamique européenne qui se construit à l'instar de la France avec l'envie de faire plus et de faire mieux et de pouvoir confronter avec l'ensemble des acteurs du mentorat qui se mobilisent partout en Europe pour construire, développer, améliorer cette pratique. Voilà, va être un moment fort. Donc, je suis très heureux de vous y retrouver, mais j'imagine que d'ici là, on aura
l'occasion, maintes fois, de se voir. Donc, un grand merci à toutes et à tous et à très vite.